collaborer avec la région. Alors, écoutez, il y a une disposition, vous avez tout à fait raison, qui, alors, au-delà du sujet achat collectif de formation, Pôle emploi, région, la forme d'achat, et notamment sur un certain nombre de publics, hein, c'est une disposition du Code du travail qui est modifiée. Voilà, sur les jeunes et adultes rencontrant des difficultés particulières d'apprentissage ou d'insertion. Le projet de texte prévoit la création d'une habilitation, en fait, hein, qui serait un régime d'habilitation sur 5 ans, qui permettrait d'avoir une logique, d'abord d'un engagement dans la durée par rapport à des prestataires qui interviendraient. Bien évidemment, cette habilitation, si elle permet ensuite de simplifier, c'est-à-dire c'est un engagement de longue durée, restera quand même soumise aux règles de transparence, de publicité, etc. On ne... Cadre de la réactivité, hein, on peut faire des achats groupés, mais en fait, par rapport à la réactivité, par rapport à l'orientation qui est donnée du gouvernement, de dire un demandeur d'emploi une formation 2 mois après qu'il soit en mesure de le faire, dans le cadre des marchés publics, honnêtement, c'est particulièrement compliqué. Les marchés publics impliquent réellement, hein, moi j'étais vice-présidente du conseil régional chargé de la formation, la réactivité ne peut pas exister avec la procédure des marchés publics. Donc voilà, ceci dit, évidemment, transparence, contrôle, oui. Mais dans votre projet de loi, le mandatement, par exemple, n'est pas évoqué forcément. Il n'est pas effectivement évoqué dans ces termes. Ce qui est prévu, c'est de confier à la région la possibilité d'habiliter des organismes pour la réalisation d'obligations de service public en matière, comme le disait Stanislas Bouron, d'aide au public particulièrement en difficulté en matière d'insertion. Donc d'imposer à des organismes des obligations de service public définies par la région, c'est-à-dire obligations de service public, donc des obligations de résultats sans être rentré dans une logique d'aussi grande précision que peut l'être un marché public pour l'achat de prestations. En revanche, ce à quoi il nous semble qu'il sera difficile d'échapper, c'est un certain nombre de règles procédurales qui garantissent une égalité de traitement de ces organismes avant habilitation. Sans quoi ça risquerait de mettre les collectivités en difficulté au regard d'un certain nombre de règles européennes notamment. Mais il y a une plus grande souplesse dans la définition des que la réactivité avec les marchés publics, on ne peut pas l'obtenir, voilà. Il me semble que c'est peut-être pas un très grand pas en avant, parce qu'on a la contrainte communautaire, mais c'est un pas non négligeable déjà, puisque c'est une procédure qui doit être faite en début de période, en début de mandat, pour essayer d'habiliter par rapport à un plan de travail un certain nombre de structures au regard en fait, on est dans une logique de subventionnement, hein, puisque c'est des obligations de service public avec une logique de compensation, mais on doit procéder à une forme de mise entre guillemets en concurrence simplifiée des structures pour qu'elles puissent proposer des projets. Et sur cette base-là, on pourrait les habiliter pour 5 ans. Donc ensuite, pendant la période de 5 ans, les choses sont beaucoup plus simples. C'est sûr que c'est plus simple que l'accord cadre, ensuite avec des marchés à bon de commande, qui est quand même très encadré en termes de procédure, qui permet, il est vrai, parfois, si on sait bien les manier, d'arriver à quand même avancer, mais qui est plus lourd juridiquement, c'est certain. Voilà, donc il y aura cette disposition qui est valable vraiment pour un certain type de public. Pour les autres, on est dans la logique en fait probablement d'accord cadre avec des marchés ensuite subséquents et plutôt des marchés à bon de commande avec un droit de tirage qui serait d'ailleurs un droit de tirage tant des régions que le pôle emploi, hein, qui aurait accès aussi plus facilement, et c'est un des points de difficulté, à l'information sur le type de formation proposée, et ouverte par la région, par le bien des marchés. Tout l'intérêt d'ailleurs de la démarche sera qu'ils se mettent bien d'accord sur le type de formation sur lesquelles les marchés seront lancés, pour qu'on ait bien aussi une forme de réactivité en termes de
produits de formation offerts par rapport aux besoins des gens qui sont reçus par Pôle emploi. Existe aujourd'hui de faire un diagnostic qui soit commun et pas un diagnostic de Pôle emploi, de la Directe, des maisons de l'emploi, de la région, parce que la réalité aujourd'hui c'est quand même celle-là. Ça permettra d'avoir un diagnostic, un seul diagnostic, quoi. Bien, ok, ça on l'a bien noté aussi. Ensuite, sur les dispositions là. Alors, juste un point peut-être sur ces questions de marché, parce que ça intéresse aussi les départements. Il est prévu une possibilité pour le volet insertion des personnes donc au RSA, pour le département, de faire appel, de rentrer dans cette logique d'achat collectif. Ce qui nous semble très intéressant. Alors, ce n'est pas une obligation légale, mais il semble très intéressant, puisqu'on sait bien que là aussi, les frontières entre l'insertion des personnes au RSA, l'intervention de Pôle emploi, l'intervention de la région est quand même très complexe à établir et qu'on a quand même un intérêt, comme vous l'évoquiez, à avoir un accord global au départ sur le type de formation qu'on cherche à développer dans toute sa complexité, hein, pour ensuite avoir un acheteur entre guillemets unique qui est capable de proposer aux opérateurs derrière, y compris le département, toute la gamme des formations possibles dans leur diversité, très professionnalisantes, très techniques, des formations beaucoup plus... Alors, au-delà de cette question d'achat de formation, qui nous semble être un point important, donc il y a l'idée, je vous disais, de gouvernance simplifiée, hein, avec donc des outils de planification aussi un peu revus, dans le cadre de l'éducation notamment. Il y a une intervention un peu aussi renforcée des régions sur deux volets. C'est la formation sociale avec une intervention aujourd'hui qui est assez contrainte des régions pour essayer de déterminer notamment le type de formation, les conditions dans lesquelles on va pouvoir déterminer le nombre de personnes qui seraient, oui, pour la formation sanitaire et sociale. Voilà. Donc une intervention qui serait renforcée des régions, bon, par exemple sur le sanitaire, la définition du numerus clausus dans lequel elle interviendrait, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Oui, mais là je crois qu'on va encore un peu plus loin où vraiment l'État devra dire pourquoi il ne suit pas l'avis de la région. Voilà, donc je pense que ça se passe bien. On prend. L'État n'a aucun intérêt à dire non, puisque ce sont les régions qui financent. Donc vraiment, là, ce serait... et d'autant plus que le numerus clausus, il est obligatoirement en progression. Donc voilà, là, il n'y a pas de souci de conflit d'intérêts, là. Là encore, ça répond en fait à un souhait de l'ARF d'être mieux associé tant aux agréments sur les formations sociales qu'à la définition du numerus clausus. C'est pas là non plus, on n'est pas dans un bouleversement majeur, mais on voit bien l'idée, c'est que la région puisse avoir une capacité d'intervention plus large sur ces questions-là. Sur le volet de l'apprentissage, alors là, on est dans un transfert complet, à vrai dire, hein, des reliquats de compétences qui subsistaient à l'État. Qu'on pourrait identifier en deux points. Le premier, c'est le transfert des 2 derniers CFA nationaux, hein, qui seraient donc transférés aux régions, et puis la compétence pleine et entière des régions pour déterminer notamment les cahiers des charges des CFA, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, avec toujours une intervention de l'État. Et enfin, l'initiative qui appartiendrait aux régions, 3e point peut-être, de lancer les fameux contrats d'objectifs et de moyens pour arriver avec l'État bien évidemment aussi, puisqu'il y a une intervention notamment dans l'apprentissage en milieu scolaire, hein, mais pour arriver à ce que c'est vraiment la région qui sera en initiative sur ces questions-là, hein, qui sera pleinement responsable de la politique d'apprentissage, avec cette articulation à trouver nécessairement avec le milieu scolaire, dans lesquels reste aussi. On y reviendra parce que le 3e point qui vous intéresse, qui est le sujet de l'orientation. Concernant l'apprentissage, mais pour l'avoir,
puisque je participe au service public de l'emploi dans mon département, pour l'avoir vécu, c'est justement le fait que la région ait la compétence illettrisme maintenant peut-être permettra à ce moment, parce que c'était un problème, parce que c'est vrai que les jeunes en apprentissage, bon, certains avaient des difficultés pour lire et écrire, mais personne ne voulait financer la formation, et je crois que là ça peut vraiment être utile. C'est juste une remarque vraiment très utile pour les jeunes qui sont en apprentissage. Là, tout à fait, personne ne voulait financer. En fait, c'était des associations qui interviennent pour traiter l'illettrisme. Et souvent, ce que les régions disaient, c'était ça doit rentrer dans le cadre de la dotation au CFA. Voilà. Donc, bon, après, c'est un problème d'organisation interne. Oui, dans le Gers en particulier. Oui. L'apprentissage, c'est en cours, mais il n'y a rien dans le projet de loi. Clairement, non. Il y a eu beaucoup d'échanges sur le sujet. Il a été souhaité que cette réflexion sur la taxe d'apprentissage, qui, il est vrai, est complexe, qui implique beaucoup d'acteurs, fasse l'objet d'un travail spécifique porté à l'époque par le ministère délégué à la formation professionnelle, aujourd'hui je pense par le ministère du Travail et de la formation professionnelle, dans lequel bien évidemment il nous semble très important que les collectivités locales soient associées, étant donné aujourd'hui la reconnaissance pleine et entière de leurs compétences au niveau régional en matière d'apprentissage. C'est un enjeu important, y compris de gouvernance de l'apprentissage, d'arriver à clarifier là aussi, pour avoir tenté avec d'autres services de la DGCL de comprendre le fonctionnement et les différents tuyaux de la taxe d'apprentissage. Nous considérons que je pense que collectivement on peut avancer pour contribuer à la simplification et peut-être à une meilleure efficacité du système, peut-être, sans vouloir bien évidemment juger un domaine sur lequel nous ne sommes pas les plus grands des experts. Voilà, alors peut-être juste un point pour rebondir, si vous me permettez, Madame la députée, sur le point des formations et de la gratuité. Il y a un point important qui fait l'objet d'un débat intéressant au Conseil d'État y compris, c'est une obligation qui sera faite aux régions, légale, pas anodin, d'assurer un accès gratuit à la formation jusqu'au niveau, enfin pour les niveaux 4 et 5, donc jusqu'au niveau 4, on va dire, donc jusqu'au niveau bac, pour les personnes qu'elle aura à traiter. Donc on est sur une logique de service public de la formation professionnelle avec une obligation légale d'assurer un accès gratuit, donc un non-coût. D'après les éléments qu'on a réunis, que la DGEFP d'ailleurs a essentiellement réunis, aujourd'hui les régions assurent déjà la gratuité de l'accès pour ce type de public. Donc les effets de bord ne seront pas importants, néanmoins c'est un changement d'en faire une exigence légale. C'est vraiment un droit nouveau. Alors, certains pourraient dire, mais il peut y avoir des effets de bord sur les niveaux 3, etc. À notre sens, c'est déjà reconnaître quelque chose de très important, notamment sur un public qui est le public le moins qualifié, dans lequel on peut retrouver pour partie des personnes en difficulté sur les principaux acquis. Déjà, les problèmes d'acquis indispensables, qui sont notamment l'accès au savoir de base. C'est important parce que c'est vrai que aujourd'hui c'est ce que font les régions, c'est pas forcément ce qu'elles pourraient faire demain ou après-demain, et donc c'est très important qu'il y ait bien cette borne légale qui dit que c'est un service public de la formation. Sur la question de l'orientation, alors le choix qui a été fait par le projet de loi en des articles assez courts dans leur écriture, contrairement à ceux sur la formation professionnelle qui sont parfois un peu impressionnants par leur technicité, c'est de confier à la région la coordination d'un service public de l'orientation régionale. Une forme de responsabilité, d'animation, de portage de la politique au niveau régional, en conservant à l'État une animation nationale, avec la volonté que l'État puisse conserver, y compris une plateforme dématérialisée d'information qui serait utilisée par tout le monde, bien sûr. Bien évidemment, le délégué interministériel, par contre, à l'orientation serait supprimé. Ce serait un organisme d'une conférence régionale qui serait le lieu une conférence nationale qui serait le lieu de l'échange entre. Je vous en prie. Aujourd'hui, il y a
je ne sais plus comment on appelle cette personne qui est à la Délégué interministériel à l'orientation. Voilà. Alors, je ne sais pas qui c'est, il n'y a pas de difficulté, mais si que- la loi est adoptée en l'état, la fonction disparaîtra. Voilà, la fonction disparaît, elle est remplacée par Ah, quoi? c'est le Conseil national de l'emploi, de l'orientation, de la formation professionnelle qui sera l'instance unique dont on parlait tout à l'heure, de gouvernance, qui donc aura, en plus de ses compétences emploi et formation professionnelle, la question de l'orientation, des grandes D'accord. stratégies en termes D'accord. d'orientation. D'accord. Donc là aussi, ça rejoint ce que vous évoquiez tout à l'heure, Madame la députée, c'est l'idée d'avoir au même endroit les personnes intéressées sur tous ces volets d'intervention qui sont quand même complémentaires, même s'il peut y avoir une politique d'État, politique de l'emploi, des politiques décentralisées totalement, comme la formation professionnelle, et des politiques conjointes, comme l'orientation. Sur l'orientation, le sujet est assez clair. On a en fait une présence forte au sein de l'éducation nationale, donc des COPSI, donc des conseillers d'orientation, qui interviennent en milieu scolaire et hors milieu scolaire dans les CIO. On a ensuite des collectivités, puis des structures publiques, PAIO, missions locales, qui interviennent pour faire de l'orientation. Voilà. Il y a un rapport d'ailleurs qui a été rendu par l'IGAS IGAEN sur la question de l'orientation il y a quelques jours, qui a été rendu, j'imagine, au ministre, mais bon, qui est intéressant, qui est un rapport de très long cours, puis qui avait démarré au moment où on était encore en train de travailler au projet de texte, et qui est un rapport assez substantiel, assez fourni. Et qui pose cette question de l'organisation de l'orientation en France. Le texte aujourd'hui sur le projet de texte qui sera sur la table, mais bien évidemment qui peut être débattu, donne uniquement à la région cette compétence de coordination. Donc, pas de moyens humains spécifiques complémentaires par rapport à ceux dont elle disposerait, et pas de moyens immobiliers, notamment pas de transfert des CIO, dont certains appartiennent des collectivités. Aujourd'hui, à d'autres collectivités, le département, communes aussi, et quelques États. Donc on garde les structures et les personnes là où elles sont. Et la région a ce rôle d'animation et de mobilisation des acteurs, en déterminant une stratégie de l'orientation régionale. Oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand, par exemple, dans une région, il y a répertorié de structures qui font de l'orientation, au-delà des CIO ou des missions locales, des associations tout simplement. Pôle emploi aussi fait de l'orientation, a priori. Ça veut dire que quand il y a 176 structures répertoriées qui font de l'orientation, ça veut dire que là, de ce point de vue-là, rien ne change et que la région va devoir animer 176. Ça, c'est pas sérieux, franchement. Je vous le dis, ça, c'est pas possible de l'envisager comme ça, quoi. Honnêtement, parce que, franchement, c'est pas plus évident que ceux qui avaient été créés avec le délégué interministériel et bon. Donc ça, moi je vous dis ça dans le rapport, ça, moi je pourrais pas dire que c'est ce qu'on peut attendre d'un service de l'orientation efficace au niveau régional, quoi. C'est impossible d'imaginer cette affaire-là. Et au-delà de ça, ça veut dire quoi? Animer. Alors vous ne pouvez pas me répondre. Qu'est-ce que ça veut dire animer? En fait, sans parler des 173 structures répertoriées, même s'il y en a 20, quoi. C'est quoi animer exactement? La loi dit, c'est pas la loi. Le projet de texte déposé donc par le gouvernement, que la région organise le service public de l'orientation tout au long de la vie. Elle assure notamment la mise en réseau de tous les services, structures et dispositifs qui courent sur son territoire, la mise en œuvre du service public de l'orientation tout au long de la vie. Donc, le représentant de l'État dans la région et le président du conseil régional déterminent par convention les services de l'État concourant à la mise en œuvre. C'est-à-dire qu'il y a quand même une association de l'État qui est sur laquelle la région pourra avoir quand même un peu non pas la main, disons, il y aura un accord passé entre l'État et la région pour savoir quels sont les services déjà de l'État qui vont participer à la mise en œuvre de ce service public. Donc ça, il y a quand Mais même l'État s'en donnait 1 euro, si j'ai bien compris là. Oui.
À ce stade, c'est à structure institutionnelle inchangée, pour parler de façon peut-être un peu détournée. L'idée quand même, c'est une forme de labellisation par la région qui déterminera un cahier des charges en fait. Donc là, il y a un pouvoir quand même, c'est un pouvoir en fait réglementaire donné à la région, qui fixerait des normes pour participer au service public de l'orientation. Donc l'intérêt sur les 176, c'est d'essayer de déterminer un cahier des charges type, un peu comme d'ailleurs pour les CFA quelque part, qui serait, même si c'est pas de même nature, mais qui serait les essentiels, les indispensables, les exigences qu'on doit avoir par rapport à ces structures. Et celles qui n'y répondraient pas ne seraient pas du coup reconnues comme participant au service public régional de l'orientation. Donc il y a une capacité quand même reconnue par le texte pour la région de monter en qualité les intervenants sur ces questions-là et d'avoir des exigences par rapport à la prestation fournie, mais dans toute leur diversité. Ça veut dire que sur 176 organisations répertoriées, il peut finalement rester du fait de la région et de l'État, puisque l'État il sera aussi dans la responsabilité à son conjointe, il pourrait en rester qu'une vingtaine, quoi. Si la logique est poussée avec un cahier des charges de niveau très élevé, reconnu comme tel, en fait c'est une forme de labellisation, si vous voulez, une forme de labellisation régionale, il pourrait y en avoir effectivement qu'un nombre réduit. Sans effectivement qu'il y ait une intervention directe de la région sur l'existence des structures en question. C'est ça en fait. C'est les amener à évoluer vers un type de prestation qui serait à la hauteur de ce que serait souhaitable en termes d'orientation. Ce serait dans ce sens-là que ça irait effectivement. Et par rapport aux structures qui fondent l'orientation, donc, au personnel qui fondent l'orientation, quel rapport avec la région ? L'animation du réseau et l'élaboration d'un cahier des charges à ce stade. Donc l'animation du réseau serait confiée à la région. Oui, tout à fait. Oui. L'animation du réseau des missions locales serait confiée à la région. Dans la dimension liée à l'orientation, il serait légitime, et la région à ce stade serait légalement compétente pour demander aux missions locales, dans ce volet de compétences, de participer au réseau régional. D'accord, ok. Ça nous promet de beaux échanges en fait. Très bien, d'accord. Là, franchement, là, cette affaire-là, il faudra préciser les choses quand même. Mais en fait, je suppose que l'ARF le fera. C'est un domaine qui est sans doute celui sur lequel le point de départ est le plus complexe aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intervenants institutionnels et que les attentes sont fortes. Et je pense que la construction est moins avancée que pouvait l'être l'apprentissage ou la formation professionnelle, sur lesquels on a quand même beaucoup progressé collectivement depuis déjà un certain nombre d'années. En fait, on ne va pas tout à fait au bout de la logique, quoi. Voilà, c'est ça la réalité, parce que en même temps, sur ce qui est de l'orientation professionnelle, la région, quand même, on donne de nouvelles compétences à la région sur la carte scolaire, ce qui n'était pas évident. Donc là, on va dans ce cadre-là. Et alors que l'orientation en France pose quand même un vrai souci, un vrai problème, on ne la règle pas par cet aspect-là des choses. Mais on ne peut pas tout faire, on ne peut pas passer de tout à rien ou de rien à tout rapidement. Mais enfin bon, ça c'est le législateur aussi qui verra. Et puis il y a la loi, et puis il y a l'application de la loi aussi. Peut-être un point intéressant, parce que c'est les sujets de l'AFPA, qui est un sujet qui est toujours une disposition législative qui vise à autoriser en fait un droit de demande des régions pour bénéficier du transfert à titre gratuit des biens immobiliers de l'AFPA, propriété État, pour les conserver dans le cadre de la mission de service public de la formation professionnelle, bien sûr, avec cette obligation de le conserver à ce sens-là, pas évidemment d'objectif de rentabilité patrimoniale. Donc c'est un point intéressant, puisque ça permettrait là aussi à la région de prendre la responsabilité immobilière, j'entends, de ce patrimoine qui, on le sait, est important, pas forcément d'ailleurs, peut-être toujours dans un état exceptionnel, mais qui est un outil important pour la mise en œuvre de cette politique de formation à travers les actions portées par l'AFPA. Donc ça, c'est un sujet qui est assez suivi. Puis au regard de la sensibilité de l'intervention de l'AFPA, nous semble être un point à noter dans les dispositions envisagées par le projet de texte. Est-ce que c'est contenu dans la loi, le transfert du patrimoine ? Oui.
Oui, oui. Oui. Mais c'est une faculté. Hein. Oui, c'est la ça, région parce que peut demander, toutes les régions sont pas mais forcément, voilà, c'est ça. On est vraiment sur l'idée d'un droit de tirage, mais qui se fait sans difficulté, à titre gratuit, pour que la région récupère là où elle le considère utile, on regarde de sa façon de fonctionner, le patrimoine immobilier de l'AFPA. Est-ce qu'il y a une disposition qui concerne l'investissement concernant les écoles sanitaires et sociales? Vous savez qu'il n'a jamais été précisé dans aucun texte au moment du transfert de la compétence de tout ce qui était formation sanitaire et sociale. Il n'a jamais été précisé qui était responsable de l'investissement. Il y avait le fonctionnement, oui, on savait, c'était les régions. Mais l'investissement, à plusieurs reprises, l'ARF a demandé des précisions là-dessus. La plupart ont déjà investi, hein, mais il n'y a rien dans le texte qui concerne l'aspect investissement. Hein. D'accord. Non, il n'y a rien de nouveau sur ces sujets, on est uniquement sur les questions, sur les formations sanitaires, de numerus clausus et de procédures, etc. Et puis sur le volet social, sur les procédures d'agrément. Donc des structures qui seraient ensuite éventuellement sollicitées pour faire de la formation sociale. D'accord. Ok. Donc il y a d'autres dispositions qui concernent les régions? Oui, le dernier volet peut-être, ce serait toujours sur cette thématique qui s'élargit au fur et à mesure, mais qui est l'enseignement supérieur et la recherche et l'innovation, avec un article qui prévoit l'obligation pour la région, pour les régions, d'élaborer un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui serait un petit peu, alors vous allez me dire, on s'éloigne un petit peu peut-être de nos sujets, mais pas complètement, parce que l'idée, c'est d'avoir une sorte de structure chapeau qui servira ensuite, qui se déclinera à travers les schémas de développement économique pour le volet qui les concerne, mais aussi potentiellement qui aura une interface avec les schémas de formation professionnelle et toute la politique en matière aussi, y compris d'orientation et d'apprentissage. L'idée, c'est d'articuler aussi enseignement supérieur, formation professionnelle, apprentissage, dont on sait qu'ils peuvent d'ailleurs travailler, apprentissage et enseignement supérieur peuvent tout à fait se rejoindre, et de mieux articuler des compétences prospectives de la région avec les compétences on va dire peut-être plus gestionnaire, ce qui n'est pas du tout une critique, au contraire. C'est là où, d'ailleurs, concrètement, les résultats se font sentir à travers ce schéma un peu chapeau qui est prévu par le projet de texte. Voilà. Qui serait vraiment porté par la région avec je dis, l'objectif d'arriver ensuite par un système de maillage, est-ce que les schémas plus sectoriels s'articulent mieux entre eux. Le Conseil régional, sa propre mission, c'est d'articuler les schémas qu'il élabore, mais c'est vrai que se poser la question de leur articulation dès le point de départ semble une idée plutôt souhaitable. En ce qui concerne la compétence développement économique, que les régions avaient déjà, quel rapport entre, si j'ai bien lu, ce qui est contesté, mais bon, qui se fera sans doute si la loi passe, c'est la compétence égale, ou presque, avec les métropoles, concernant l'aspect développement économique, métropole ou agglomération. Il y a quoi là dans la loi, là, précisément ? Alors, dans cette loi, il y a 3 articles qui ont une vocation, on va dire, économique ou d'intervention économique, dont un qui concerne le transfert de l'autorité de gestion sur les fonds structurels, donc, qui aujourd'hui a été annoncé d'ailleurs par le Premier ministre, un courrier qui a été envoyé au président du Conseil régionaux. Donc c'est quelque chose qui est en cours, qui d'ailleurs globalement est là où on est dans une forme de décentralisation, mais ce n'est pas une décentralisation, puisqu'il s'agit de la gestion de fonds au sens strict. Néanmoins, c'est là où on a le plus de mouvements personnels, par exemple, potentiels, avec notamment les personnes qui suivaient au sein de la préfecture de région les fonds structurels et qui iraient, à l'horizon de quelques années, rejoindre le Conseil régional. Donc là, c'est sans doute là qu'on a le mouvement de décentralisation un peu fort. Sur le développement économique, 2 articles, dont un qui vise à repréciser... Excusez-moi, sur les fonds structurels, tous les fonds sont concernés, le FSE aussi Alors, une partie du FSE serait correspondant dans la réalité à peu près, on va dire, à la part, enfin, aux mesures portant sur la formation professionnelle, serait en autorité de gestion pour les régions. Le reste serait toujours géré par l'État avec des délégations vers les départements pour leurs missions d'insertion des personnes en grande difficulté.
C'est ce que je retiens d'arbitrage et de courriers qui ont été adressés par le Premier ministre vraiment il y a quelques jours. Hein. Donc ce serait soit les régions, soit le département. Oui. Enfin, plutôt. Oui. Sur le FSE. Sur le FSE. Aux compétences résiduelles, je pense qu'il resterait quand même État, puisque sur la délégation FSE qui resterait sur la part État, je n'ai pas d'informations sur si tout serait délégué ou une partie resterait pas pour gérer des dispositifs nationaux qui pourraient d'ailleurs liés à l'emploi. Hein. Je ne peux pas vous répondre sur ce point. D'accord, ok. Très bien. Sur la partie développement économique, donc la question que vous soulevez est une question qui, je pense, occupera encore beaucoup de débats dans les semaines et les mois qui viendront. C'est comment on articule en fait l'intervention sur cette question de développement économique entre les futures métropoles, les grandes agglomérations et les régions. Le texte aujourd'hui qui reprécise en fait les compétences des régions en termes de développement économique en renforçant là aussi leur capacité d'intervention indique que le schéma donc régional prend en compte la stratégie arrêtée sur leur territoire par les métropoles. Cette stratégie est communiquée à la région plus tard 3 mois avant la date limite d'adoption du schéma régional. Excusez-moi, quand vous dites métropole, on sous-entend communauté d'agglomération ou que métropole? Non. Métropole au sens métropole que la loi 1, celle qui arrive, fixerait, donc, qui sont donc les... si on prend, en fait, il y en a... Je sais pas, 4 ou 5 non, il y en a une dizaine. Elles ont des petits. En résumé, vous avez 13 sites éligibles. Paris, qui est un cas très particulier. Lyon, qui serait une collectivité à statut particulier, article 72, avec une fusion département communauté urbaine. Marseille, qui serait un régime dérogatoire d'un droit commun des métropoles, qui ensuite se retrouverait sur Strasbourg, Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Grenoble, Toulon, Nice. Toulon aussi. C'est le seuil déterminé par la loi, c'est un EPCI de 400 000 habitants dans une aire urbaine d'au moins 500 000 habitants. Enfin, au moins 400 000 dans une aire urbaine d'au moins 500 000. Et quand on répond à ces critères, on est automatiquement transformé, c'est ce que prévoit le projet de loi à ce jour, on serait automatiquement transformé en métropole. D'accord. La métropole étant une intercommunalité encore plus intégrée que la communauté urbaine, avec des compétences départementales conventionnelles et, tel que le prévoit le texte à ce jour, un transfert de ces compétences départementales automatiques à horizon de 2017. D'accord. Voilà. Ok. Bien. Donc, oui, je t'en prie. Par curiosité, bon, ça n'a rien. Enfin, puisque actuellement, des financements régionaux et de fonds structurels passent par les pays. Que vont devenir les pays? Est-ce qu'il y a quelque chose? Bon, c'est une question, c'est de la curiosité, mais parce que on travaille beaucoup, les départements, avec les pays, pour justement présenter des projets touristiques. On est dans le développement économique, touristique ou économique. D'abord, il y a peut-être, je suis désolé, je vais peut-être tout petit peu long, je vais essayer de faire synthétique. Aujourd'hui, l'organisation territoriale à un niveau plus infra, du bloc communal, a quand même profondément évolué puisque la couverture intercommunale est quasi achevée. C'est encore quelques irréductibles, mais on a quasiment bouclé cette couverture intercommunale. Il restera l'Île-de-France, que le projet de texte numéro 1 prévoit de traiter, qui est un cas très particulier, mais sur lequel la couverture intercommunale sera menée d'ici 2016. Donc, à horizon 2014, on aura des intercommunalités dont la taille moyenne augmente substantiellement, environ 15-20% taille moyenne, c'est considérable dans la réalité. Donc, je veux dire, le poids de l'intercommunalité en termes de nombre d'habitants sera supérieur. Plus d'habitants, plus de capacités, plus de compétences, donc plus de capacités à porter en direct. Bien évidemment, une fois qu'on aura toute cette couverture, on n'aura pas toujours des intercommunalités suffisamment capables de porter des politiques complexes, c'est certain. Donc la question se pose de comment s'articule la relation ensuite vers les niveaux supérieurs, directement avec le département. C'est aussi ce que prévoit le projet qui évoque que solidarité des territoires avec l'idée que les départements puissent aider en termes d'ingénierie plus qu'aujourd'hui les intercommunalités et les communes.
et ou intervention de structures intermédiaires du type syndicat mixte qui aujourd'hui sont porteurs de SCOT, de pays là où il y en a, puisqu'on ne peut plus en créer d'autres, la loi de 2010 ayant supprimé la possibilité d'en créer de nouveaux, ou de structures de type qui pourraient arriver dans le débat parlementaire sur lequel des réflexions sont en cours, qui pourraient peut-être permettre de répondre à des demandes comme celles que... Non, la question, et vous avez raison, la question c'est comment faire pour ne pas rajouter. Non, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui c'est pas encore complètement formalisé, que les choses... Mais ça soulève une difficulté que tout le monde a en tête. Comment arriver aussi à ne pas non plus négliger le fait que maintenant on a une couverture intercommunale avec des intercommunalités sur lesquelles on va compter quand même pour porter plus de politique. Le projet de loi numéro 3 visait à faire monter en compétences, quelques compétences obligatoires en plus, tous les niveaux de collectivité, d'intercommunalité. Donc l'idée c'est d'avoir aussi des intercommunalités qui soient elles-mêmes porteuses directement de projets. Mais parfois, il est vrai, on a besoin d'une interface pour porter des dynamiques plus larges, des problématiques notamment d'aménagement, de prospective et d'aménagement. Et là, on a dans certains cas des pays, d'autres fois des structures de type syndicat mixte, regroupant des PNR aussi parfois, qui peuvent jouer ce rôle. Donc c'est peut-être l'articulation de ces structures intermédiaires en évitant leur développement tous azimuts, voire leur concurrence, qu'il ne faut pas du tout négliger, qui est sans doute la question mais que le gouvernement, de ce que je sais, a en tête. Et c'est très bien. Progresser là-dessus. Donc nous arrivons sur la compétence économique. Pardon. Donc sur le sujet métropole, vous voyez, c'est sibyllin et en même temps, ce sera tout l'enjeu des débats. C'est prendre en compte, c'est-à-dire que la région, la métropole devra être en mesure de produire sur le territoire qui la concerne ces éléments d'orientation stratégique en termes de développement économique. C'est aussi l'internationalisation, l'innovation, enfin tous ces éléments-là, elle devra les communiquer à la région pour que celle-ci puisse les intégrer dans son projet global. Mais la région, telle que c'est écrit, ne pourra pas négliger et ne pas en tenir compte. Elle va devoir le prendre en compte, c'est-à-dire l'intégrer. C'est un exercice qui peut être compliqué dans certains cas, c'est certain, mais ça répond à une demande forte qui d'ailleurs est la clé, le fil rouge de l'ensemble des textes, c'est-à-dire un effort de régionalisation tout en ne négligeant pas le fait urbain et l'enjeu de tabler aussi sur nos grandes agglomérations, sur nos agglomérations en général, pour porter une dynamique en termes de transport, mais aussi en termes économiques. Voilà. Mais la région doit assurer l'équilibre entre les uns et les autres. Parce que sinon... Voilà, c'est cet enjeu qui est d'articuler ensuite un rôle un peu péréquateur des régions, dans une certaine mesure, mais qui est aussi une vision plus, non pas stratégique, mais plus lointaine du territoire, enfin plus éloignée du territoire, avec une vision plus large, de façon à pouvoir jouer sur différents pôles. Du coup, d'avoir une stratégie sur plusieurs pôles, nécessairement la métropole aura sa stratégie par rapport à son territoire qui est là aussi très concentré, très restreint, mais qui est, dans les noms que je vous ai cités, plutôt les chefs-lieux de région, par exemple, qui ne sont pas les seuls endroits où on se développe l'activité économique et où il y a des pôles d'excellence ou des zones avec des capacités de développement. Ça, c'est donc le rôle stratégique. Mais par exemple, sur quelque chose de très précis comme l'aide aux entreprises, aujourd'hui, c'est essentiellement les régions qui interviennent dans l'aide aux entreprises. Et moi, quand je dis aide aux entreprises, je conditionne aussi à l'emploi. C'est pour ça que, si vous voulez, ça nous intéresse dans la mission. La compétence économique, elle est très liée aussi, enfin devrait l'être, à la création d'emplois. Et donc, cette compétence-là qui était exclusivement région, l'aide aux entreprises, est-ce qu'elle va être aussi doublonnée, peut-être, par les métropoles? Non, aujourd'hui, tel que les choses sont rédigées. Sur cet article, qui est un article spécifique sur les aides économiques, le rôle des régions est vraiment très fortement réaffirmé. C'est elles qui définissent les régimes d'aide, c'est déjà le cas aujourd'hui, bien sûr, et décident de l'octroi des aides dans la région. Après, elles peuvent déléguer cette compétence, mais c'est elles qui décident. Elles peuvent
faire des conventions avec d'autres niveaux de collectivité qui peuvent, dans ce cadre de ces conventions, participer. Mais on voit bien qu'elle est vraiment en première ligne et elle va, dans la réalité, si ce texte est adopté en l'état, il n'y a un débat parlementaire, mais aujourd'hui, le projet du gouvernement est de donner, sur cette question des aides aux entreprises, une compétence renforcée aux régions. C'est-à-dire que ça va au-delà de la définition du régime d'aide, c'est elle qui a la main véritablement et qui peut faciliter ou ne pas faciliter. Je dis bien les aides aux entreprises directes. Après, on verra qu'il y a des aides à l'investissement immobilier, qui est un sujet différent, sur lequel le bloc communal garde une marge de manœuvre relativement importante. Et c'est logique. Oui, ce qu'il avait déjà, d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Sur les aides aux entreprises en difficulté, la région, là aussi, est en première ligne, avec une faculté pour les autres collectivités de participer, mais uniquement dans le cadre de conventions passées avec la région. Vous voyez toujours la même logique. C'est-à-dire, si la région passe pas la convention, le chef de file, c'est la région. D'ailleurs, c'est ce que dit, vous avez tout à fait raison, la loi, en rappelant dans son article 3 du premier projet de loi que la région est chef de file en matière de développement économique. Et c'est très vrai, on retrouve vraiment ça, c'est très intéressant d'ailleurs, y compris juridiquement, sur les aides aux entreprises. C'est-à-dire que les autres ont aussi une compétence, mais la compétence principale, celle qui détermine la mécanique, la cohérence, la stratégie, la politique. Voilà. Aide aux entreprises et aide aux entreprises en difficulté, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et l'État n'intervient plus du tout là alors? Non, mais c'est l'État est partout. Voilà, on va dire ça. C'est-à-dire que cet article concerne l'intervention des collectivités locales et habilite la région sur ces questions. Je ne crois pas que c'est un facteur d'exclusion. Je ne suis pas le spécialiste des aides aux entreprises pour vous parler très franchement, mais je ne crois pas que c'est un facteur d'exclusion d'intervention de l'État. Néanmoins, ça donne une compétence de principe. L'État n'intervient plus financièrement, les aides aux entreprises. Je crois que le sujet se règle par d'autres moyens que l'habilitation législative, effectivement. Ça, c'est clair. Bon, d'accord. Je pense que... Des questions? Non. Je pense, écoutez, on va vous remercier parce que vous avez été très précis. On va pouvoir nous s'économiser un peu parce qu'on a bien compris de quoi il s'agissait, en tout cas en ce qui concerne cet aspect-là des choses. Il est bien plus large, bien plus vaste. Merci encore de votre participation. Ça va nous être très utile parce que, en cohérence, on va essayer de tenir compte de ce qui est dans la loi pour faire pour faire sûrement des préconisations qui seront éventuellement suivies, mais en tout cas, on tiendra compte de cet aspect-là des choses, parce que sinon, ce serait vraiment passer à côté des réalités en cours. Merci beaucoup, en tout cas.